Bien, donc on vient de parcourir le très riche 19e siècle. Et ben, finalement, la quatrième fonction, le prolétariat, qui après la théocratie, après l'aristocratie, après les marchands, dit maintenant c'est mon heure. Ça va être la dictature du prolétariat, ou bon, pas la dictature, hein, pour pas caricaturer, mais... Ah non, les commerçants en général n'ont pas dit que c'était la dictature du... Non, non, pas eux, pas eux. Mais du coup, voyant l'échec des commerçants, des libéraux, et que c'est toujours d'esclavage, à ce moment-là, ben, le peuple dit, ben, si c'était à nous, finalement, voilà, donc on arrive à la quatrième fonction des sociétés, avec Marx. 20e siècle, du coup, ben, ça va révolutionner l'histoire, là, une fois encore. Par quoi tu veux commencer? On a l'école de Vienne, l'école des Annales. Oui, bah, alors je commencerai, là j'essaie de faire respecter une forme de chronologie. C'est... Il y a un tournant avec... on peut symboliser par 1895 la psychanalyse, le cinéma. Bon, ça change en fait les conditions matérielles aussi des choses, on ne fait plus la même histoire, et c'est ce qu'on appelait l'école méthodique française, donc Langlois et Seignobos, qui vont expliquer que l'histoire est indirecte. Ah, l'histoire n'est plus directe, c'est une histoire, on fait l'histoire comme si en fait c'était un garçon de laboratoire qui faisait des expériences, comme ça, dans une chambre froide, avec cultiver des champignons dans le noir, et puis qui finirait son expérience, qui ouvrirait la porte, et puis qui dirait au maître venez, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, et ce maître serait l'historien. Voilà. D'où le côté indirect. Voilà. Et tout ça, on pense que ça va, c'est le nec plus ultra, on se dit bah voilà, ça c'est... On ne peut pas atteindre un plus haut sommet de la pensée historique que cette parabole, qui me semble assez niaise, heureusement qu'elle n'est que caricaturale, mais de la même manière qu'on pensait qu'avec en physique, il n'y avait plus qu'à raffiner les variables, en histoire, il n'y a plus qu'à laisser rouler, et puis voilà, on a une histoire un peu édifiante qui s'annonce, et édifier le peuple de la République. Alors que ça ne fait pas du tout. Ce que va faire ensuite, il y a une forme de révolution dans la révolution, 30 ans plus tard, c'est les écoles des Annales qui disent non, ça c'est une forme d'histoire enchantée, on fait une histoire sociale, voilà. Faisons une histoire sociale, un peu de tout, une histoire sociale du politique, prenons même les formes politiques, c'est pour ça que je parlais des rois thaumaturges, où le Moyen-Âge va être une sorte de terrain d'expérience pour élaborer des thèses, en fait, en réalité. La thèse que, par exemple, eh bien, les rois avaient un pouvoir sacré et le peuple prétendait que le roi posant ses mains sur le corps d'un sujet, eh bien, toucher des écrouelles et guérir cette maladie, etc. Donc il y avait un pouvoir magique qui se transmettait comme ça et que finalement ils vont essayer d'expliquer les évolutions de cette croyance, voilà, les structures de cette croyance. Ça va être aussi, qu'est-ce que la société féodale? Toujours Marc Bloch, le fondateur de cette revue des Annales, qui lui regarde, qu'est-ce que c'est, on prend le tout d'une société. On ne fait plus un récit cette fois, on ne peut pas faire un récit. On fait de l'analyse, on découpe. Donc on passe cette fois du tanneur de cuir au charcutier. Hein, voilà. Bon, c'est plutôt des bons charcutiers comme à ce moment-là. Voilà. Et c'est lui d'ailleurs qui va dire, l'historien c'est comme l'ogre de la légende. C'est Marc Bloch qui explique au moment de la Seconde Guerre mondiale dans Apologie pour le métier d'historien, donc vraiment il défend son beefsteak, encore une histoire de viande. Il va dire, l'historien c'est comme l'ogre de la légende, partout où il y a de la chair humaine, là est son gibier. Voilà. Donc c'est l'homme en fait, c'est une science de l'homme quelque part, c'est Annales sur la société et civilisation, le sous-titre de sa revue. Et lui, alors c'est l'histoire Moyen-Âge, mais Lucien Febvre, son alter ego, qui va lui succéder à la direction des Annales, lui c'est l'histoire moderne, et il travaille sur le problème de l'incroyance, et c'est Rabelais et l'incroyance, et au XVIIe siècle par exemple. Brodel qui prend la suite, c'est pareil, c'est Philippe II et la Méditerranée. Là on parle encore une esperluette. On parle de la nouvelle histoire avec Brodel, c'est ça ou pas? Alors non, la nouvelle histoire, ça va être une fois que Brodel, un peu fatigué, Brodel a fait ses grands tableaux et s'est montré les cycles dans l'histoire, les temps courts, les temps intermédiaires et les temps longs, donc 3 cycles. Et lui, il avait pris comme sujet, la géographie quelque part, la Méditerranée, c'est un espace. Et là, il va accéder à l'espace,
à essayer de trouver en termes de civilisation, une grammaire des civilisations, mais non plus la civilisation ethnique ou philosophique, ou une civilisation matérielle. Voilà. Une grammaire des civilisations, qu'est-ce qu'il entend par là? Eh bien, il n'entend pas grand-chose parce qu'en fait, il se plante lamentablement quand il écrit. Cette grammaire, c'est un des pires livres qui soit. Il cherche quoi alors? Il voudrait quoi alors? Ben non, en fait, il essaie de passer du plan de coupe d'un espace, la Méditerranée, où il a accumulé 20 ans de savoir-faire, la guerre, même l'a forcé à tout refaire, etc. Hein, on est dans l'épopée là. Voilà. Le travail, le dur labeur, à essayer de trouver une typologie. Et patatras. C'est-à-dire à comprendre quels sont les fondements et voilà. la façon pourquoi, de fonctionner les rouages des voilà, pourquoi vous avez cette civilisation qui coexiste avec d'autres ou qui succède à d'autres. Mais ça ne marche pas du tout. C'est une catastrophe. Et heureusement, il va nous refaire le coup sur l'identité, son dernier livre posthume, qui est en trilogie aussi, qui s'appelle L'identité de la France. Où là, pareil, il essaie de cette fois non plus trouver les civilisations, mais ce qui fait l'un de la France. Et c'est un lamentable échec également. Voilà. Donc je sais que je dis ça, je vais me faire huer, parce que Braudel, il est intouchable. Quoi. Il n'y a jamais personne qui a fait une critique de Braudel. Quoi. Mais pour moi, il a fait énormément de mal à même la science académique, parce qu'il a été... Pourquoi on nous a parlé de Braudel, il a été inondé par les fondations américaines, etc. Et c'était, si vous voulez, la personnalité qu'il fallait porter au pinacle. Si on voulait que, par rapport à d'autres historiens qui avaient une autre analyse aussi un peu similaire, qui était par exemple Pierre Vilar, historien communiste de la Catalogne, ou quelqu'un qui faisait l'histoire économique, qui faisait l'histoire du salaire, comment le salaire s'était constitué. Oui. Qui est la brousse. Voilà. Ouais, disons qu'on était en période de guerre froide. Donc là, vous avez une histoire terrible, parce que c'est l'histoire des guerres entre historiens, parce que c'est une guerre de guerre froide. Voilà. Donc, tout est larvé. Il y a autant les staliniens, aujourd'hui, quelqu'un qui s'appelle Annie Lacroix-Ries, qui a repris les travaux de Marc Bloch, L'étrange défaite. C'est plus beaucoup sur Marc Bloch, voilà. Qui a fait le choix de la défaite, qui montre qu'effectivement, il y avait toute une partie de l'establishment du grand capital français, même de l'armée, qui voulait la défaite de la France contre Hitler. Mais à côté de ça, moi je l'ai rencontrée et elle dit que non, Staline n'a jamais rien fait de mal aux Ukrainiens. Voilà, c'est-à-dire que c'est resté une stalinienne bête et méchante, comme il y a des historiens. Enfin, je ne sais pas si elle dit que Staline n'a jamais fait de mal. Oui, si. Elle te l'a dit. Oui, à la maison d'association Grenoble. Alors, je retire le bête et méchante, voilà, parce que je crois que c'est quelqu'un qui croit bien faire et qui est remarquable sur certains sujets, et par rapport à d'autres, elle résiste à un catéchisme stalinien qui est affreux pour ceux qui ont subi le stalinisme. Sel me l'a dit, non, on a complètement déformé l'intention de Staline, c'était pas sa faute en Ukraine, etc. Donc, mais l'histoire était prise dans ce débat-là, c'est ça le problème. Voilà, Braudel après était mort. En face de Braudel, il y avait d'autres personnes qui étaient extrêmement nocives aussi, genre Sartre qui dit il ne faut pas désespérer Billancourt, quoi. Donc il faut voir où étaient les niveaux aussi. Moi je connais pas Braudel, mais... pas dans le... Voilà, c'est-à-dire pas sur le même plan, on peut pas... Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de révisionnisme aussi en histoire. Alors, vite fait, avant de passer à ça, à l'histoire connectée, c'est très intéressant. Bon, l'école de Vienne qui vise à tout transformer en discours scientifique, avec Popper et tout ça, sciences humaines, tout doit devenir science. Oui, là, je suis obligé d'aller très vite, on aurait des choses à dire. Mais ça, on passe. Toynbee, tu m'as dit, Toynbee, le grand historien anglais. Pourquoi je parlais de civilisation? C'est justement pour faire un pont avec Toynbee, parce que Toynbee fait une typologie de son côté. Voilà, il cherche à voir combien, alors il donne un chiffre, tout chiffre est un peu ridicule, parce que voilà, il y a prêt à contestation, mais bon, ça donne une idée des choses. Sauf que c'est un édifice qui est beaucoup vieilli, parce que... Donc il parle de 28 civilisations, c'est ça que tu m'as dit tout à l'heure. Voilà, des aires géographiques, alors avec des considérations sur les régions, et puis la naissance d'empire et la chute d'empire, en fait. Alors ce qui est intéressant, moi j'avais juste quelques pages par rapport à Toynbee, donc je vais être caricatural. Quand il fait cette analyse, il dit des sociétés où le climat ou le milieu naturel est trop facile ne vont pas évoluer, pas plus que des sociétés où le milieu naturel est trop difficile. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des sociétés qui se laissent aller, au contraire, qui sont en lutte totale contre leur milieu naturel. Ils n'arrivent pas à dépasser ce rapport au milieu naturel. Voilà. C'est intéressant, je ne sais pas si c'est complètement avéré, mais voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Mais ceux qui vont faire ce passage après Braudel dans les annales ou la suite vont aussi s'amuser à faire une histoire du climat.
En fait, Oui, ils vont ça, chercher, mais ils même vont à chercher l'époque du XVIIIe siècle, le on plus dit loin que possible le de l'homme, en climat, fait. voilà. Il y a une critique de l'humanisme à ce moment-là, Ouais. qui va porter ses fruits, ses problèmes en soi, des années 60, 70, 80, avec des personnages comme le roi Ladurie. Voilà. Voilà. Alors, donc Tanguy, voilà, la pensée complexe d'Edgar Morin, à savoir qu'il y a toujours plusieurs éléments qui rentrent en compte. C'est pas uniquement la lutte des classes, c'est pas uniquement le climat, c'est pas uniquement la race, hein, parce qu'on pourrait parler de ceux qui ont fait l'histoire par rapport à la race. C'est pas uniquement C'est la le race. problème des histoires qui étaient faits par Voilà. des déterminants. Voilà, des déterminants, le structuralisme, etc. Et Edgar Morin dit, bon, il y a plusieurs choses qui interagissent, et donc on est dans la pensée complexe. Voilà, c'est intéressant. Les fascistes qui font parfois un retour à l'Antiquité avec soit le populisme, soit le retour au paganisme, au contraire le fascisme. C'est le carton-pâte. La Franco, En fait, c'est le avec carton-pâte du christianisme. monumental Voilà. que Mussolini, Hitler, Franco et beaucoup d'autres ont essayé de mettre en place pour faire ce retour à une antiquité Voilà, fantastique. l'idée de reprendre l'histoire au niveau de l'Antiquité, quoi. Hein, voilà. Et puis, donc aujourd'hui, l'histoire connectée, tout est flou, un peu flou aussi, et quelque part on n'a plus de prise. Explique-nous cette idée de l'histoire connectée. Moi j'appelle ça aussi un peu les avatars du détruire, le mot d'ordre d'Heidegger, ou de déconstruire. Voilà. Et Bah ça, non, alors c'est l'histoire connectée, c'est plutôt ce courant historiographique qui est là depuis 4-5 ans à une chaire au Collège de France. Donc, le Collège de France, c'est le stade royal, sans jeu de mots, c'était le Collège royal avant, de l'enseignement, parce qu'en gros, il y a, je ne crois pas dire de bêtises, mais effectivement, on est obligé de faire un cours par semaine sur 6 mois, même pas, et vient qui veut, tous les auditeurs, on n'a pas de mémoire, de machin à faire, et puis on raconte ce qu'on veut sur un thème, en fait. C'est pas un sujet, c'est un thème, et on peut passer l'un à l'autre, c'est une chaire, donc voilà, donc il y a des chaires qu'on se passe, on s'en transforme. Par exemple, Foucault, il avait une chaire en fait d'histoire, pas de philo. Et voilà, chaire d'histoire des systèmes de pensée. Alors que vous allez voir Wikipédia, vous allez voir philosophe. D'accord. Donc et là, c'est Et donc, les historiens aujourd'hui au Collège de France qui font de l'histoire connectée. Ouais. On parlait de civilisation parce qu'ils disent, bah voilà, eux, ce qui les amuse, c'est les échanges entre. Je vais aller à la hache là aussi, l'histoire avec une grande hache. C'est l'histoire du commerce, je sais pas, des épices entre. On va essayer de chercher, je sais pas. Également, je vais être très caricatural, mais pour montrer où je veux en venir, la relation entre l'Islande et l'île de Pâques. Non, mais on va chercher ce qui peut être plus amusant, ce qui est a priori pas connecté. C'est l'idée qu'il y a plus d'identité aussi, que rien n'appartient à personne. Bah en fait l'intérêt, oui, on est revenu quand même de ce débat sur l'identité, alors moi je sais bien que Est-ce que c'est un Sarkozy, un Patrick Buisson, ça les intéressait beaucoup, partie mais manipulé par une idée mondialiste, cette histoire connectée, savoir que toute idée de frontière et d'identité, elle est à abattre, et que derrière on empoche le pactole. même pas, je pense qu'il faut même pas chercher une arcane derrière ou quoi que ce soit, c'est le continuum, peut-être dans l'inconscient, mais bon, L'idée de même pas. détruire toute idée d'appartenance à quelque chose, c'est quand même pratique ça. Non, c'est l'idée d'inclusion, voilà, il faut être inclure dans... Et ceux qui sont pas inclus dans cette histoire, qui est à la fois totale, mais sans contour. Voilà. Mais On n'interroge plus la bordure, voilà. en fait. Sauf C'est qu'il y a la bordure de l'histoire, c'est pas la coupure entre les différents. Sauf qu'il y a sûrement beaucoup de tabous dans cette histoire connectée. Mais oui, encore Voilà. comme toutes les autres, voire plus, parce qu'en fait, certains tabous, on en rajoute, c'est pas une forme d'épuration progressive. Et donc, c'est le tabou, moi je le vois, c'est le tabou du récit. Voilà, c'est ça. Et ça c'est très important, ce tabou du récit, c'est-à-dire que Et la boucle avec son on veut faire en sorte que les gens renoncent à reconstituer les pièces du puce, c'est-à-dire qu'on fait plus de comparatisme, tout ça. Il n'y a plus de récit parce que c'est has-been, mais du coup il n'y a plus d'intelligibilité aussi. C'est-à-dire qu'on est dans un monde en miettes et tout est fait pour qu'il n'y ait pas de traçabilité. L'histoire en miettes. Et c'est pour ça, Ça, que c'est les historiens structuralistes qui ont montré ça. C'est pour ça que je parlais de mondialisation aussi. Voilà. Postmodernisme, fin de l'histoire, circuler, il n'y a rien à voir, on ne va plus qu'étudier des choses qui sont atomisées, avec des sociétés anonymes dans tous les sens du terme, et des sociétés écrans dans tous les sens du terme. Oui, mais l'écran, c'est à la fois bien ce qui fait. C'est une frontière, mais on est au spectacle quelque part de quelque chose dont on voit peu le sens. Mais en fait, ça offre plus aucune prise aussi sur le fait de faire l'histoire, ça.
Moi, oui, c'est comment on écrit l'histoire. C'est pour ça que on revient sur des questions presque matérielles de l'écriture. C'est pas seulement les outils avec quoi on écrit, mais on va s'intéresser à... un jour on va faire l'histoire de la tablette numérique, on va faire l'histoire de ce... Oui, on peut, mais sauf qu'il y a la petite et la grande histoire. Il y a celle qui concerne les populations, qui les rend plus libres ou pas. Il n'y a plus d'idées de petites et grandes Voilà, histoires. c'est ça. Ils ont... Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. C'est has-been. Mais derrière ça, il y a quand même des gens qui continuent à tirer les ficelles de l'histoire. Voilà. Peut-être, mais c'est peut-être pas ceux qu'on pense. Peut-être, oui. Ben, en tout cas, on voit bien la façon dont... Mais on peut laisser ces possibilités. On peut faire de l'histoire-fiction. C'est leur grand enseignement. Et moi qui me semble intéressant, c'est qu'on peut faire de l'histoire-fiction. Alors, je te parlais de Heidegger, dont le maître mot c'était détruire, dans le sens où il fallait détruire le passé. C'est pour moi pas pour rien qu'il était au parti nazi, parce que l'idée de destruction de la nazisme a été extrêmement importante. Le déconstructivisme aussi, pour moi, il n'est pas si loin que ça. Aujourd'hui, c'est le maître mot, il faut déconstruire tout ce qu'on croit savoir. Et derrière, ça profite toujours à une idée de l'histoire, où finalement, on ne sait plus rien, mais il y a des choses qu'on ne remet pas en question. Il reste des tabous. Donc, non mais j'ai une bonne nouvelle c'est quand même un gros enjeu. Je pense que c'était une séquence, voilà. C'était une phase qui a duré peut-être 30 ans à peu près, et là on en est sorti. On peut annoncer cette nouvelle à tout le monde. On est toujours dedans. Là, avant de donner la parole à Jean-Pierre, juste une chose, un exemple, un reportage d'Arte il y a 15 jours, 3 semaines, qui dit il n'y a pas eu d'âge sombre en Angleterre, les Saxons étaient de joyaux cultivateurs qui ne se sont jamais battus contre les Celtes, la preuve c'est qu'on vivait bien dans le palais de Tintagel. Voilà. Donc dans 2 siècles, ils feront l'histoire d'Israël et de la Palestine. C'est une histoire sans aspérité, voilà. sans chair, c'est ça qui est important. Voilà, parce qu'il faut déplaire à personne, parce qu'il faut dissoudre la mémoire de ce qu'ont pu faire les anglo-saxons, parce que c'est pas bon pour le commerce et c'est pas bon pour leur domination sur le monde. Et du coup c'est grave, parce que l'histoire, non seulement c'est l'histoire écrite par les vainqueurs, et en plus on va noyer la mémoire des vainqueurs en disant non, il n'y a pas eu d'invasion. Voilà, il n'y a pas eu d'invasion, il n'y a pas eu d'oppression. Ils se sont mis à parler anglais de leur propre chef alors qu'ils parlaient breton. Ils ont abandonné leur terre de leur propre chef à une poignée de dynasties anglo-saxonnes, etc. Mais ça s'est passé sans violence. Voilà. Donc voilà, c'est la façon dont, à mon avis... C'est quand on raconte, on ne veut pas te raconter un récit, pour moi on raconte bien quelque chose, mais qu'est-ce qu'on raconte ? On raconte un palimpseste. Palimpseste et... oui, mais on réécrit par-dessus un parchemin. Et à l'arrivée, c'est quand même produit par une chaîne Arte qui est allemande, donc cherchez à qui ça profite. Alors, voilà, intervention, Jean-Pierre. Est-ce que vous avez l'intention d'aborder la notion de progrès ? Oui, on en a parlé au XVIIIe siècle, effectivement, qu'il y a l'idée qu'on passait de l'idée de salut, assuré par la religion, et de mourir sur le champ de bataille ou de mourir en martyr, où on oublie ça et on passe à l'idée de progrès et de bonheur. Elle est complètement caduque, cette notion du XVIIIe siècle. Alors, c'est vrai qu'on est arrivé aujourd'hui à l'idée d'effondrement avec les collapsologues, et là, oui. c'est la fin d'histoire, tu fais bien de le dire. Ouais. Mais moi, c'est une question que je pose, je retourne presque à la salle. Oui, mais les collapsologues se présentent souvent comme les techniciens du collapse. Moi, ça me fait rigoler, parce que ce qui va s'effondrer, c'est l'esprit technicien, à mon avis. Je suis pas sûr. Peut-être s'il y a une crise de... Mais cet esprit technicien détruit toute espèce de sens. Si c'est la technocratie, oui, mais sinon, non. Je veux dire, la technique au service de l'homme, c'est la Renaissance, c'est l'astronomie. Oui, mais on n'en est plus là depuis longtemps. Oui, d'accord, voilà. Mais donc, il y a technique et technique. Hein. Oui, voilà, oui, mais là, on est dans une idolâtrie de la technique en soi-disant progrès constant. De la technologie, alors, je dirais. Oui, moi, j'emploie pas le mot. C'est d'abord une domination des techniques mathématiquement fondées, donc complètement abstraites, qui détruisent les autres repères culturels. Mais qui a des applications technologiques redoutables. Oui, mais on est actuellement dans une économie avec un changement de technique constant qui produit très peu de croissance et très peu de satisfaction véritable, mais du profit à cause du changement constant de technique. C'est effectivement une des clés d'amuser les gens avec ça. François ? Non ? Ok. D'autres interventions sur des choses qu'on aurait oubliées, que vous vouliez dire Karim ? Oui, j'aimerais revenir là sur les définitions des ères civilisationnelles
établi par Olby, c'est ça, si j'ai bonne mémoire. Toynbee. Toynbee. Cela m'étonne, parce que je crois que c'est plus un regard de scientifique ou d'historien occidental sur le monde, alors que pour moi, ce qui fait à la base une civilisation, finalement, qu'est-ce que c'est une civilisation ? Est-ce que c'est forcément lié à la maîtrise du feu, la maîtrise des outils, à l'établissement d'une langue? Est-ce que c'est lié forcément à l'établissement de l'écrit? Est-ce que l'on peut parler par rapport aux populations amérindiennes de civilisation amérindienne, alors qu'il y a quand même une tradition culturelle par l'oral, alors qu'il n'y a pas non plus de tradition en principe par l'écrit? Et puis il en va aussi pour les civilisations africaines. Je pense notamment à l'ancien empire Peul, qui a dominé une bonne partie de l'Afrique et qui a existé pendant un certain temps et qui n'était pas non plus réputé pour être une civilisation de l'écrit à proprement parler. Non, mais à partir du moment où il y a transmission de quelque chose avec des coutumes, avec oui, il y a une civilisation. Après, voilà, c'est un vaste débat. Hein. Mais la civilisation, c'est ce qui préoccupe, ce qui est forgé au XVIIIe siècle. Vous cherchez des débats sur la civilisation avant le XVIIIe, vous n'en trouverez pas. Voilà. Alors, quand les Romains et les Grecs disaient que tous les autres étaient des barbares, c'était la langue. Discours. Voilà. C'était pas que la langue, c'était le fait qu'ils n'avaient pas de. C'était pas des civilisations urbaines, ils n'avaient pas des tas de choses construites, ou des systèmes d'eau. Effectivement, la langue était importante, mais c'était pas que la langue qui faisait que les Grecs et les Romains se considéraient supérieurs aux autres, c'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup plus rationnels, et avec des constructions, un art, etc. Cela nous emmènerait un peu trop loin, mais c'est. Ce qui nous perturbe dans notre compréhension de l'Antiquité, par exemple, c'est la place qu'on accorde aux mots, enfin aux noms, que ce soit nom commun ou nom propre. C'est-à-dire, pour l'occurrence plutôt nom commun, c'est-à-dire on a le nominalisme, c'est-à-dire on pense que avant même que la chose soit dite, elle y était, et qu'un regard rétrospectif, finalement, en soit logique et se justifie presque toujours, parce que bien sûr il faut bien arriver à qualifier un événement avant que même les propres acteurs le nomment. Voilà, vous voyez. Donc le travail d'historien, c'est une sorte de travail un peu de crabe, voilà, qui marche à l'arrière mais qui avance quand même lui aussi dans le sable, et qui se dit bah tiens, à un moment donné l'esclavage, personne n'utilisait le terme d'esclave dans l'Antiquité, mais il y a un esclavage antique. Vous voyez C'était pas la même chose, mais ils avaient des esclaves, quoi. Il y a un mot latin pour désigner les esclaves. Ouais, mais ça, c'est une controverse. Ça pousse justement au vrai débat. Donc l'histoire, c'est pour amorcer la réflexion sur l'histoire, c'est un débat aussi sur la langue. Voilà, oui. Fondamentalement. Je pense peut-être un servus servitude. Oui, bien sûr, voilà. Et puis la sclavonie, je veux dire, là vous allez chercher les esclaves, le refus de l'esclavage, etc. Donc il y avait des gens qui... Personne n'avait envie de devenir esclave à l'époque, donc la notion d'esclavage, elle y a toujours été. Il faut faire attention dans le récit d'histoire, ça aussi c'est ce fameux déconstructivisme. Un historien de l'Inde qui s'appelle Michel Angot, par exemple, et là il disait la même chose, ce qui m'a énormément choqué, par rapport aux Bretons de l'île de Bretagne, qui se sont fait envahir par les Saxons, c'était des âges sombres, ça a été terrible. En fait, il disait, mais il y avait une femme comme ça, je ne sais pas, une intellectuelle, une professeure, qui disait, mais en fait, les habitants de l'île de Bretagne ne communiquaient pas entre eux. Ils ne savaient pas, voilà, ils savaient même pas qui y avait à 50 km de chez eux. Donc c'est la preuve qu'il n'y avait pas d'identité commune. Mais ça, je veux dire, c'est extrêmement violent de dire ça. Ça veut dire que des gens qui partagent des choses, des langues, même s'ils ne l'écrivent pas, voilà, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut parce qu'ils n'ont pas d'identité et du coup on va les envahir parce que de toute façon ils n'ont pas d'identité. Michel Angot, un historien de l'Inde, a dit exactement la même chose. Il dit l'idée de l'Inde, elle est apparue chez les Indiens uniquement à partir du moment où les Anglais sont arrivés. Avant il n'y avait pas d'idée de l'Inde.
Mais quand les hordes musulmanes sont arrivées par dizaines de milliers et ont massacré ou converti par la force, etc., les hindous et les bouddhistes et les sikhs, en faisant disparaître le bouddhisme d'Inde, le sikhisme qui a mené jusqu'au dernier, jusqu'à ce que ça devienne un ordre guerrier, etc., ils s'en prenaient à tous ceux qui n'étaient pas musulmans. C'est-à-dire que même si les hindous ne se connaissaient pas, ils partageaient des choses sur des centaines, parfois des milliers de kilomètres, qui faisaient d'eux un peuple avec une identité, auquel se sont pris ces hordes musulmanes. Et pareil par rapport aux Africains qui ont été colonisés, etc., par les Européens. Donc autrement dit, même si les personnes n'ont pas, ce serait parce que les personnes n'ont pas de discours sur eux-mêmes qu'à ce moment-là, eh bien, ils n'ont pas d'identité, et donc il n'y a pas eu colonisation, il n'y a pas eu conquête, puisque de toute façon, ces gens-là n'existaient pas parce qu'il n'y avait pas de discours sur eux-mêmes. C'est extrêmement violent. Et donc, on est passé du colonialisme économique aujourd'hui, de toute façon, on y est toujours par la mondialisation, mais en plus, à céder que les gens, à partir du moment où ils n'ont pas de discours sur eux-mêmes, eh bien, ils n'existent pas collectivement. Et donc, c'est une colonisation des esprits. Et encore une fois, on va confisquer les concepts et on va interdire aux indigènes, qu'ils soient bretons de l'île d'Angleterre, de l'île de Bretagne, c'est-à-dire les futurs anglais, ou aux indiens de se penser par eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas les outils que nous utilisons. Et ça, c'est du fascisme, du bobo-fascisme d'Arte et de tous ceux qui sont peut-être justement dans cette histoire connectée ou dans ce déconstructivisme. Autrement dit, encore une fois, celui qui maîtrise le concept, il peut faire ce qu'il veut parce que de toute façon, ils ne savent même pas qui ils sont. Oui, voilà. Donc rien n'a changé. Ils ne savent pas dire qui ils sont dans un langage semblable au nôtre. Voilà, mais ils en ont une notion autre qui n'est pas traduisible. C'est comme demander à quelqu'un de se défendre avec les armes que le tribunal aura décidées, et par définition, il aura toujours tort. Oui, c'est ça, voilà. C'est un peu ça. Et donc ça, c'est monstrueux, et ça continue, voilà, ça vient encore de la pensée occidentale, ça. Oui, voilà. oui. Et derrière ceux qui sont pétris de bonnes intentions, disant il faut déconstruire, sous-entendu, est remplacé par notre hégémonie. Voilà, l'ère du soupçon, le déconstructivisme, le détruire, voilà, c'est fasciste. Oh, je crois que c'est plus habile que le fascisme. Bah, le fascisme, c'est habile. Ah oui, effectivement, les États-Unis, c'est le parfait. Enfin, pas uniquement. La Chine, pareil, et beaucoup d'autres. On peut faire un exposé en soi sur une forme de la notion de fascisme. Voilà, et le libéralisme, et le communisme, et le communautarisme. Cette fois, on fera une histoire d'idéologie. C'est tout aussi là, ce que j'ai voulu fasciste. faire, c'est plutôt oui, bien sûr. une histoire intégrée avec des personnages qui jalonnent un itinéraire, en fait, un itinéraire qui est ce à quoi notre société, en fait, ou notre nature sociale nous projette comme membre, en fait, à part entière d'un récit qui est non plus national, puisque on ne prétend pas être de nationalité grecque, mais une sorte de historiographie civilisationniste qui porte, voilà, qui a une forme d'avantage à ce qu'elle existe, mais qui pour moi, elle est à la